Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les menaces de Donald Trump envers le Nigeria. Le président américain envisage une action militaire si le pays ne cesse pas les meurtres de chrétiens par les terroristes islamistes. Des accusations que démente Abuja. Le président nigérian propose une rencontre avec le président américain. Explication à suivre. Nous reviendrons sur l'événement politique de la semaine, le vote par l'Assemblée nationale française d'un texte de l'extrême droite pour dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie. Que contient le texte et quelles sont les implications pour les populations? Éléments de réponse dans cette édition. Nous poursuivrons aussi notre série sur les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse qui se tiendront dans un an à Dakar. On s'intéresse ce soir au skateboard, discipline olympique, et les espoirs de médailles de deux jumeaux qui rêvent de représenter le Sénégal. Reportage à suivre. On ouvre ce journal par les menaces de Donald Trump sur le Nigeria. Si le pays, je cite, n'arrête pas les meurtres de chrétiens par les terroristes islamistes, il pourrait envisager une action militaire. Des accusations démenties par Abuja. Le président américain a inscrit hier le Nigeria sur la liste des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté religieuse et assure que les aides américaines accordées à Abuja vont cesser. Etanaji. Dans les kiosques de Lagos, les menaces de Donald Trump contre le Nigeria font la une des principaux quotidiens. De nombreux habitants s'interrogent sur ses intentions. Dans cette communauté chrétienne d'Abuja, la capitale, les fidèles accueillent positivement les déclarations du président américain. Les chrétiens ont maintenant peur de se déplacer. Les chrétiens ont peur de prier librement. Si Donald Trump veut intervenir, alors qu'il le fasse, il n'y a rien de mal à cela. Dans les faits, le Nigeria est miné par l'insécurité. Les djihadistes de Boko Haram et leur groupe dissident ISWAP y mènent des attaques meurtrières depuis 2009. La région du centre est le théâtre d'affrontements présentés comme interreligieux, mais aucune communauté ne serait plus persécutée qu'une autre, selon les autorités et certains Nigérians. Il ne tue pas seulement des chrétiens, il tue aussi ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais si les États-Unis proposent leur aide, nous devons l'accepter sans pour autant dépendre d'eux. Chiffre à l'appui, sans mentionner ses sources, Donald Trump évoque des milliers de fidèles chrétiens massacrés au Nigeria et accuse le pouvoir de ne rien faire contre ces persécutions. Si le gouvernement nigérian continue de laisser les chrétiens se faire tuer, les États-Unis cesseront d'apporter toute aide ou assistance au Nigeria. Nous pourrions très bien nous rendre dans ce pays désormais en disgrâce avec des armes à feu pour éliminer complètement les terroristes islamistes qui commettent ces atrocités. Des menaces qui interviennent après des mois de lobbying d'élus américains conservateurs, convaincus que les chrétiens nigérians font face à un génocide. Le président nigérian se dit prêt à rencontrer Donald Trump dans les prochains jours. Abuja accepte de collaborer avec Washington pour combattre le terrorisme tant que son intégrité territoriale est respectée. Allez, on revient sur l'événement qui a secoué la vie politique française cette semaine. L'Assemblée nationale a voté un texte de l'extrême droite pour dénoncer l'accord de 1968 avec l'Algérie, une proposition non contraignante, mais qui fait planer le doute sur les relations franco-algériennes. Retour sur cet accord avec Nicolas Chamontin et Jade Lévin. Dans le journal Le Parisien ce dimanche, Laurent Nunez prône une coopération apaisée mais exigeante avec l'Algérie. Ceux qui font croire aux Français que le bras de fer et la méthode brutale sont la seule solution, la seule issue, se trompent. Ça ne marche pas dans aucun domaine. Une tentative d'apaisement qui fait suite à l'adoption jeudi d'une résolution du Rassemblement national, un texte qui vise à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Signé par Abdelaziz Bouteflika, alors ministre des Affaires étrangères, l'accord facilite l'entrée en France des Algériens. Ils peuvent y exercer librement une activité de commerçant ou une profession indépendante. Le texte a depuis été révisé à 3 reprises et peut l'être encore selon certains historiens. Les Algériens ne sont pas hostiles à des amendements de cet accord entre les deux États. Mais ça dépend des deux États et pas d'un seul. Et donc c'est un camouflet que le RN a voulu imposer à l'Algérie. La proposition du RN n'est pas contraignante, mais elle menace le dialogue amorcé ces dernières semaines entre Paris et Alger.
Depuis 1 an et demi, les deux capitales connaissent une crise diplomatique aux causes multiples. Alger reproche à l'ancienne puissance coloniale son soutien au plan marocain sur le Sahara occidental. Paris, de son côté, fustige le refus par l'Algérie de reprendre ses ressortissants visés par une obligation de quitter le territoire français, ainsi que l'emprisonnement de l'écrivain Boualem Sansal et du journaliste Christophe Glaise. 860 000 Bissau-Guinéens doivent élire leur président et 102 députés le 23 novembre prochain. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour le scrutin présidentiel, dont le président sortant Umaro Sissoko Embalo et son prédécesseur José Mario Vaz. Et 14 partis politiques sont en lice pour l'entrée à l'Assemblée nationale. Plus de précisions avec notre correspondance régionale de Sarah Sako. La campagne a démarré avec ce grand rassemblement du président sortant, Umaro Sissoko Embalo, qui s'est tenu samedi près de la capitale, Bissau. Ses partisans sont venus nombreux, tous vêtus de blanc et rouge, les couleurs du kéfier qu'aime porter le président Bissau et qui est devenu un peu l'identité de son parti, le MADEM. Alors le président sortant a longuement harangué la foule et il est revenu sur les événements qui ont secoué Bissau ces derniers jours, à savoir cette tentative de putsch avortée, déjouée par l'armée et qui a conduit d'ailleurs à l'arrestation de plusieurs officiers. Information qu'on a appris vendredi par le pouvoir guinéen qui a annoncé également qu'une enquête était en cours. Le président s'est vanté de n'avoir peur de rien. Écoutez-le s'adresser à ses partisans et il prend à témoin Brahima Camara, son Premier ministre. J'appelle Brahima Camara. Brahima, viens ici, à côté de moi. Portes-tu un gilet pare-balles? Soulève ta chemise. Comme vous voyez, nous ne sommes pas des gens violents. Nous sommes arrivés au pouvoir par les urnes. Nous partirons de là par les urnes également. D'autres cortèges beaucoup plus modestes, ceux-là, ont été aperçus à Bissau ce week-end. José Mario Vaz, ancien président du pays, a été aperçu faisant campagne. Et également Fernando Dias. Alors lui est un candidat indépendant, mais qui vient de recevoir le soutien à titre personnel de Domingos Simões Pereira, DSP, candidat exclu de la compétition. C'était le grand rival du président sortant et donc qui appartient au grand PAIGC, le parti historique de Bissau. Ce sera d'ailleurs la première fois que ce parti ne prend part ni à la présidentielle ni aux législatives. Les candidats ont en tout cas 3 semaines pour mener campagne à travers tout le pays et selon les états-majors des différents partis, la campagne se terminera par de grands meetings dans la capitale Bissau. 12 ans après le double assassinat de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal, au Mali, les proches réclament toujours justice. Ils appellent à lever le secret défense et à poursuivre les derniers suspects vivants. L'ombre des complicités locales refait surface, comme celle du leader touareg Cheikh Aoussa. L'espoir demeure que le silence se brise un jour. On écoute l'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est important de faire le point après toutes ces années d'enquête et d'instruction. C'est une enquête qui a, malgré tout, malgré les embûches, malgré le fait que la coopération avec le Mali soit très compliquée, a avancé. On a réussi à identifier les membres du commando, on a réussi à avoir des renseignements sur les membres du commando. Il faut désormais que la justice puisse avoir le maximum de renseignements pour permettre de délivrer des mandats d'arrêt internationaux à leur encontre. C'est ça la prochaine étape. C'est pour ceux qui restent, en tout cas les 2 vivants, il faut impérativement que les juges d'instruction puissent lancer des mandats d'arrêt internationaux. Et en leur mémoire, un prix a été créé et chaque année, une bourse d'excellence est décernée en ce 2 novembre. Ce prix, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, contribue à la promotion d'un journalisme libre et rigoureux dans un environnement toujours plus hostile. La 12e édition s'est tenue à Dakar et cette année, les lauréats sont Karine Cognier du Cameroun pour la catégorie journaliste et Johannes Amos Kodjo du Bénin pour la technique. Ils bénéficieront d'une formation de 4 semaines à Paris. Leur réaction au micro d'Aminatou Diallo et Sarah Sako. On passe à une étape supérieure de notre parcours de journaliste et on a l'obligation, le devoir de
mettre en pratique tout ce qu'on a appris. On a l'obligation de travailler d'une façon très acharnée afin que le métier de journaliste soit le métier qu'il a toujours été. Je suis très content de ce prix. Je remercie quand même le groupe France Média, Monde RFI et tout. J'en ferai bon usage. La transmission, c'est dès maintenant. Je crois que même si après des années, on ne parle plus le Claude de Justelaine, on sera là pour continuer le travail. Et on reste à Dakar pour la suite de notre série sur les Jeux Olympiques de la jeunesse. À 1 an tout juste de la cérémonie d'ouverture, je vous propose de rencontrer 2 jeunes, Mamadou et Aminata Samb. Ils sont jumeaux, skateurs et rêvent de représenter le Sénégal aux prochains Jeux. Entre figures acrobatiques et entraînement acharné, portrait d'un duo de la glisse avec Aminatou Diallo, toujours Simon Martin et Sarah Sako. Merci beaucoup. Son point fort, c'est le kickflip, l'une de ses figures favorites. À 14 ans, Mamadou Samb pratique la glisse depuis toujours. Il y a 3 ans, il a troqué sa planche de surf contre un skate et les vagues contre les rampes d'un skatepark. Mon rêve, c'est devenir skateur professionnel. Je m'entraîne avec mes amis, je m'entraîne presque tous les jours avec eux. C'est pour ça que je suis confiant. À ses côtés, Aminata, sa jumelle. Le binôme défendra les couleurs du Sénégal aux Jeux Olympiques de la jeunesse. Le skate à 2, c'est mieux. Et je veux qu'on ramène des médailles pour le Sénégal. Les jumeaux s'entraînent jusqu'à 4 fois par semaine, y compris dans la rue où le skateboard est né. Augmenter la vitesse. Aminata, pousse fort avec ton pied. Moussa encadre les jeunes depuis leur début. Vraiment, le point fort des 2 athlètes, Mamadou, sur les marches, c'est là où il est vraiment bien, sur les marches et les rails. Aminata, il est super bon sur la rampe et en slalom. Leur façon de skater et le style, ça la différence un peu aussi. Le style, ça compte. Le duo a décroché une bourse pour aller s'entraîner aux États-Unis et affiner encore sa technique. Les JOJ sont leur première participation à une compétition internationale. Et ils peuvent compter sur le soutien de leur famille. Très fier d'eux. Bon, au début, je ne croyais pas, mais après, je vois que chaque matin, ils se lèvent, prennent leur matériel pour partir travailler. Je dis, waouh, on fera tout pour les pousser, pour aller de l'avant. Ils sont amoureux de ce sport-là, mais il faut les encourager. Mamadou et Aminata font partie des 2700 athlètes âgés de moins de 18 ans sélectionnés pour ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Et c'est ainsi que nous refermons le Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier d'Abuja à Dakar en passant par Kidal. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.